Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'heure de fourche, le podcast du secrétariat général de l'enseignement catholique. J'en profite déjà pour vous remercier, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est omniprésente quand on parle d'enseignement, c'est la pénurie des enseignants. Bonjour Arnaud. Bonjour Marie. De quoi vas-tu nous parler dans cet épisode ? Eh bien Marie, comme tu l'as évoqué, nous allons parler de la pénurie des enseignants, mais pas que. Je m'explique. Le constat est connu de tous. Il est parfois très difficile de trouver assez de professeurs pour assurer l'ensemble des cours. C'est particulièrement le cas en langue, en sciences ou encore en pratique professionnelle dans l'enseignement qualifiant. Mais aujourd'hui, Marie, on va aller plus loin. On ne va pas se limiter au constat. On va décortiquer une piste de solution pensée par le CEGEC pour lutter justement contre cette pénurie. En résumé, il s'agit d'étendre à l'enseignement obligatoire le régime des enseignants experts applicable actuellement dans l'enseignement de promotion sociale. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Michel, le secrétaire général du CEGEC. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Voilà, on va entrer directement dans le vif du sujet. Quand on parle du régime des enseignants experts dans l'enseignement de promotion sociale, de quoi parle-t-on exactement et quels sont les contours de cette fonction ? Je pense que la manière la plus simple de définir le concept, c'est de dire que c'est un contrat à durée déterminée et pour une tâche nettement définie. Et ces contrats de travail sont des contrats de type normal, mais ils sont financés par un dispositif spécial à partir du financement spécifique des écoles de promotion sociale. D'accord, donc on est vraiment dans le cadre où un professionnel d'un secteur, par exemple, si on prend plutôt les pratiques professionnelles, une personne d'un secteur peut alors venir sous ce contrat-là, venir enseigner une matière dans l'enseignement obligatoire. C'est ce qui est pensé par le CEGEC. Mais est-ce qu'on applique le modèle de la promotion sociale tel quel ou est-ce qu'il y a des petites nuances tout de même ? Ça, on verra. Il y a une discussion qui a commencé avec le gouvernement. Donc, on a envoyé notre proposition au ministre-président Geolet ainsi qu'à Caroline Désir. Des premières délibérations ont eu lieu. Donc, on va voir comment ça va pouvoir évoluer. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, notre idée, c'est de ne pas de développer ce système à grande échelle dès le début. L'idée, c'est de faire une expérience pilote pour deux types de fonctions. Tout d'abord, pour l'enseignement des langues. On sait que c'est dans ce domaine-là qu'il y a une très, très grande pénurie. En particulier, au début de la scolarité et peut-être à la fin de la scolarité. Je m'explique. Au début de la scolarité, les besoins sont surtout de l'ordre de l'éveil aux langues. Et à la fin, on développe parfois des tables de conversation, des choses comme ça. Donc on pense que pour ces deux types de métiers-là, il n'est pas absolument indispensable de disposer d'un titre pédagogique, parce que c'est bien ça le sujet. C'est de permettre au pouvoir organisateur de recruter la personne dont il pense qu'elle est capable d'exercer cette fonction de manière pertinente. D'accord, parce que justement, cette réforme des titres et fonctions a peut-être aussi amené ses limites et donc d'où l'intérêt de cette proposition. Oui, et alors le deuxième volet de l'expérience pilote, ce serait de permettre à des enseignants de travailler dans ce régime-là dans le cadre de l'enseignement qualifiant pour les cours techniques et les cours de pratique professionnelle. Là, on est au plus près de ce qui se passe dans l'enseignement de promotion sociale. Vous avez besoin, par exemple, d'un enseignant maçon, vous ne le trouvez pas, eh bien, vous allez essayer de trouver sur le marché du travail une personne qui va faire ça une partie de son temps. Et ça, c'est alors le concept des carrières mixtes. Vous travaillez en partie dans votre secteur d'activité d'origine et en partie dans l'enseignement. On pense que c'est un moyen de susciter de nouvelles vocations aussi. D'accord. Et donc, donc tu as déjà du coup un peu abordé les premiers avantages. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à la formule ? Je dirais l'avantage le plus immédiat, c'est de nous permettre de trouver des personnes à mettre devant les classes. Donc c'est un
un élément de lutte contre la pénurie des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, et vous l'avez dit en introduction, par exemple dans le domaine de l'enseignement des langues, par exemple pour toute une série de cours techniques et professionnels, on n'a pas de personnes devant les élèves. Donc c'est ça le premier sujet. Le deuxième sujet, je l'ai dit, c'est de susciter de nouvelles vocations et pourquoi pas de développer un concept de carrière mixte. Aujourd'hui, les mondes sont beaucoup trop cloisonnés. Ou bien vous êtes enseignant et vous travaillez dans le monde de l'enseignement, ou bien vous n'êtes pas enseignant et vous travaillez dans d'autres secteurs d'activité. Pourquoi ne pas essayer de fluidifier un peu les rapports entre les différents secteurs d'activité? Le troisième grand avantage de la formule, c'est qu'elle est neutre budgétairement. On connaît la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, si on veut trouver de nouvelles pistes, on doit tenir compte de cette situation. Oui, c'est ça, parce que ces enseignants experts ne rentrent pas spécifiquement dans le statut de l'enseignant tel qu'on le connaît. Non, donc il faudra mettre au point, mais c'est tout à fait possible, puisque ça existe en promotion sociale, une disposition qui permet de transformer les moyens financiers qui servent au financement du personnel statutaire pour financer cette nouvelle disposition. D'accord. Et donc, s'il y a des avantages, il y a peut-être sans doute des limites. Est-ce que le fait justement qu'il n'y ait pas de possibilité de vérifier a priori les aptitudes pédagogiques, c'est une limite, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place tout au long de ce contrat bien défini, justement pour vérifier, mais aussi accompagner la personne qui voudrait se lancer dans ce modèle? Oui, ce sera ça le sujet, évidemment. C'est le pari qui est fait sur un certain nombre de personnes, qu'elles ont la possibilité de mener ces animations spécifiques sans disposer a priori d'un titre pédagogique. Donc il y a une sorte de pari qui sera fait sur l'aptitude de ces personnes à exercer cette fonction, dans la mesure où il s'agit d'un contrat à durée déterminée et pour une tâche nettement définie. Ce sera au pouvoir organisateur d'évaluer si cette personne peut exercer la fonction et d'évaluer surtout, au terme du contrat, quelle a été l'expérience. Mais notre point de vue, c'est qu'il vaut beaucoup mieux faire une expérience avec quelqu'un plutôt que d'avoir des élèves sans prof. Sans prof, tout à fait. Ok. On l'a dit aussi, on l'a brièvement évoqué, le fait que on a pu, donc la position et cette proposition du CEGEC a pu déjà être donnée notamment via la presse. On a entendu aussi lors d'interviews de rentrée que le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Giolet, et la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, avaient réagi assez positivement. En tout cas, s'étaient montrés ouverts à discuter de cette proposition. C'est donc un bon signal sur le bien fondé de cette proposition du CEGEC, je suppose. Oui, je pense qu'il y a une compréhension de ce que nous proposons. Il y a une prise de conscience qu'il faut absolument trouver des formules et des formules qui sont viables dans le contexte budgétaire actuel. Et je pense que c'est ce qui motive tout le monde à examiner les conditions de possibilité. Je voudrais ajouter qu'il ne faut pas du tout exclure l'idée de pouvoir aussi développer des formations courtes pour permettre à ces personnes-là d'arriver, je dirais, au meilleur niveau possible dans un délai court pour pouvoir assurer au mieux leurs fonctions. On a déjà eu quelques discussions avec notre direction de l'enseignement supérieur et il y a un intérêt de ce côté-là. Donc il ne faut pas exclure, par exemple, que dans les hautes écoles, on développe des programmes courts pour répondre à ce type de besoins. D'accord, pour vraiment alors lier ces différentes propositions. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, en tout cas, merci Étienne pour ces explications. C'est vrai qu'on pourra en parler, à mon avis, pendant des heures. Mais ça montre bien aussi que le CEGEC est une force de proposition, au-delà des constats qu'on peut voir, qu'on peut faire, qu'on peut entendre, et qui plombent parfois aussi l'image de l'enseignement. Donc, merci d'être venu donner ces détails. J'en profite pour rappeler ou informer nos auditeurs que le magazine Entrée Libre consacrait un article sur cette proposition dans le numéro du mois de septembre. Et l'article est disponible gratuitement, évidemment, sur www.entrée-libre.be. Et vous pourrez, comme d'habitude, retrouver tous les liens utiles dans la description de l'épisode. Merci Étienne, bonne journée. Merci Arnaud.
Merci beaucoup pour ce sujet qui était super intéressant. Maintenant, on va passer tout de suite à la rubrique Bon Plan avec Déborah. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Bonjour Déborah. Bonjour Marie, bonjour chers auditeurs de l'heure de fourche. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager quelques bons plans. Et c'est parti avec le premier. Alors notre premier bon plan est lié à ce qui va se passer pour tous les citoyens belges à partir de 18 ans et même 16 ans en 2024. De quoi s'agit-il Marie ? Voter ? Bien entendu, bravo. Et oui, en 2024, les Belges se rendront aux urnes et certains iront voter pour la première fois. Et en ce qui me concerne, ça ne date pas d'hier, mais je me souviens que pour la première fois, je me posais plein de questions sur le système politique belge, les programmes, les partis, comment voter. C'est pas évident. Non, c'était vraiment pas simple. Et j'aurais adoré pouvoir compter sur mon premier bon plan. Mais du coup, ne nous fais pas languir, dis-nous. Oui. Alors, un fort jeune lance sur YouTube son émission La Lasagne politique, présentée par Damien Scholl, qui est le conseiller politique chez Un fort jeune. Alors, le premier épisode est déjà disponible sur YouTube et a pour thème l'extrême droite. Donc, même. Oui. Quand même. Oui, non, là on rigole pas, il n'est pas question de cuisine ici, mais d'éducation à la citoyenneté. Un premier épisode que je trouve très bien ficelé, dynamique, accessible sur le système politique belge. C'est simple, sans être simpliste, et avec un trait d'humour bien nécessaire pour digérer cette lasagne politique. J'avoue, parce qu'elle n'est pas évidente encore une fois. Non, on y retrouve des informations pluralistes et neutres afin de faire de nos jeunes de véritables cracks. Mais Marie et chers auditeurs, est-ce que vous savez ce qu'est un crack ? Alors là, Déborah, tu me poses une question. J'avoue que je te donne ma langue au chat. Allez. Alors, un crack est un citoyen responsable, actif, critique et solidaire. Rien que ça. Alors, un beau défi pour Un fort jeune et sa lasagne politique. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce premier épisode et peut-être tout comme moi, vous attendrez avec impatience les épisodes suivants. Vous aurez envie de le partager et d'en parler avec vos élèves ou vos étudiants. Donc, rendez-vous sur YouTube pour la lasagne politique d'Un fort jeune. Mais merci beaucoup Déborah pour ce très bon plan, vraiment sympa. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les liens des bons plans dans notre descriptif d'épisode. Et Déborah, du coup tu nous as parlé d'un premier bon plan, mais forcément je suppose qu'il y en a d'autres, c'est ça ? Oui, un petit deuxième. On va rester sur les écrans cette fois-ci avec une nouvelle émission qui s'appelle Science Hebdo et qui est animée par Arnaud Stippen. Alors Arnaud Stippen, c'est un enseignant dont nous avions déjà parlé dans un précédent un précédent numéro de notre magazine Entrée libre. Arnaud est déjà aux commandes de 2 émissions scientifiques, Epistème et Epikids, qui sont diffusées sur Vedia et sur ses réseaux sociaux à lui. Et c'est destiné à quelle tranche d'âge Alors, Science Hebdo est une émission de vulgarisation scientifique, technique, destinée aux élèves, on va dire à partir de 12 ans, et vraiment sans limite d'âge supérieur. L'émission a vraiment été pensée pour les ados qui se lancent vers leurs études ou leur carrière et leur montrer comment, quelque part, la science impacte leur vie. Alors que Epistème est plutôt, elle, orientée vers les adultes et Epikids vers les 8-12 ans. Donc cette fois-ci, avec la 3e émission d'Arnaud Stippen, il y a de la science accessible à tout âge ou presque. D'accord, c'est vraiment pas mal. Et sous quel format et où est-ce qu'on peut regarder ? Donc tu as dit d'abord les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a un autre endroit peut-être où on peut regarder les émissions ? Oui, alors il faut savoir que Science Hebdo, c'est 20 capsules scientifiques de plus ou moins 2030. Donc c'est vraiment pas très long, ça vous prend pas beaucoup de temps dans une journée. Et franchement, même en tant qu'adulte, c'est vraiment pas mal. J'en ai appris des choses. Oui. Alors c'est aussi, il faut savoir, c'est sous-titré à l'attention des personnes malentendantes et sourdes et qu'elle sera diffusée du 4 septembre, donc cela a déjà commencé, jusqu'au 21 juin pour cette première saison sur tous les médias de proximité, c'est-à-dire Vedia, Télésample, TVcom et bien d'autres chaînes aussi locales, et leur site ainsi que sur les réseaux sociaux d'Arnaud Stippen. Donc il faut savoir qu'Arnaud Stippen a Instagram, Facebook et sa chaîne YouTube. Donc 20 épisodes pour commencer, et si le public suit,
ce qui ne m'étonnerait vraiment pas. C'est une saison 2 de Science Hebdo sera alors programmée. C'est vraiment top. Et quels sujets seront abordés dans Science Hebdo ? Alors, au programme de la première saison, on peut retrouver des sujets comme la vie sur une autre planète, l'aspartame et les édulcorants, l'alchimie, tondre sa pelouse pour produire du papier. Donc, c'est très varié en même temps comme et thème. c'est précis en même temps. Et c'est précis. Tout ça, en plus, sur 2 minutes 30. Donc, le défi est grand, mais pour avoir regardé le premier épisode, c'est mission accomplie pour moi. Donc, j'ai beaucoup apprécié le concept qui est court, bien monté, avec un contenu qui est riche, accessible, en même temps pour susciter des vocations ou juste s'instruire rapidement. Alors, on sent vraiment qu'Arnaud a de la bouteille et est à l'aise derrière l'écran. Et je le rappelle, Arnaud Stippen, c'est un enseignant à l'Institut libre Saint-François du Condro. De quoi aussi peut-être donner des idées à tous ses collègues enseignants. Maintenant, on va éteindre la télé apparemment et tu vas nous présenter quelque chose de plus ludique. Donc, on va jouer un petit peu. Mais oui, avec plaisir. Donc, on va jouer à mieux se connaître, à mieux connaître l'autre avec le jeu J'irai au bout de mes rêves de psychoéducation.be. Attention, on n'est pas... Donne déjà envie. Mais oui, ça donne envie. Alors, un jeu de 50 cartes pour 5 catégories. Dans les catégories, on a la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'automotivation, l'empathie et les relations interpersonnelles. Donc, c'est vraiment mieux se connaître, comment fait-on pour traverser telle émotion et développer son intelligence émotionnelle. Le jeu a été créé par Valentine Ancio, psychologue, et Stéphanie de Scatson, qui est logopède et qui sont toutes les deux fondatrices du site psychoéducation.be. Franchement, ça a l'air super chouette comme jeu. Très, très chouette et vraiment aussi superbement illustré. Oui, vraiment. Et tu peux nous dire un petit peu le public qui peut jouer à ce jeu et à combien on peut y jouer finalement ? Alors, J'irai au bout de mes rêves peut se jouer seul, à 2 ou en groupe à partir de 7 ans. Donc, même quand on est en groupe avec des élèves 4, 5, 6, peut-être, je pense aussi en groupe classe, ça doit pouvoir se faire selon certaines activités, ou même en face à face, élèves-enseignants. Un jeu qui peut vraiment amener des échanges profonds et authentiques pour les enfants, mais pas seulement, donc c'est à partir de 7 ans, mais franchement, les adolescents et même les adultes. Ah, mais c'est intéressant ça, oui, c'est tout vraiment à fait. chouette. Oui. Alors, J'irai au bout de mes rêves peut être commandé via le site psychoéducation.be ou dans les bonnes librairies qu'on peut aussi retrouver sur le site. Je le rappelle, vous pouvez retrouver tous les liens des bons plans dans le descriptif de l'épisode. Et voilà pour aujourd'hui. Et j'espère à très vite pour de nouveaux bons plans. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Rebonjour à tout le monde et bon retour dans l'heure de fourche. Donc après avoir évoqué notamment une des solutions à la pénurie des enseignants, c'est sans transition qu'on va s'intéresser à un tout autre sujet avec Gérald et son invité, l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT. Mais je le répète, c'est bien sans transition car je vous vois déjà d'ici pour certains qui feraient le lien entre la recherche de nouveaux professeurs et l'intelligence artificielle. En effet, merci Arnaud, c'est sans transition. Donc ChatGPT ou ChatGPT, c'est comme vous préférez. Un mot valise, encore inconnu il y a un peu plus d'1 an, mais qui a depuis fait un raz-de-marée, tout secteur confondu. Rappelez-vous, au début de l'année 2023, il ne se passait plus une semaine, voire un jour, sans que l'ensemble de la presse n'évoque ce robot conversationnel d'un genre nouveau, mis sur pied par OpenAI. Et alors que son arrivée a probablement marqué une étape importante dans l'histoire de l'intelligence artificielle, ce chatbot a depuis bouleversé le quotidien de nombreux travailleurs. Il se pourrait même qu'il révolutionne nombre de métiers à plus ou moins long terme. Mais avant de s'intéresser aux effets de ChatGPT, et notamment à ce qu'il pourrait changer au sein du monde de l'enseignement, rappelons ou précisons un peu ce qu'il est et comment l'outil fonctionne. Et pour rendre le tout plus clair, du moins je l'espère, je me suis dit qu'on allait vous faire un petit test pendant cette heure de fourche pour vous montrer un tout petit aperçu de ce qu'il est capable de faire, tout simplement. Avec Marie, qui pour le coup nous prêtera sa voix pour lire les réponses fournies par ChatGPT. Salut ChatGPT! Salut, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Mais ça, c'est la réponse typique de ChatGPT, c'est en tout cas la réponse de base qu'il fournit, vous invitant ensuite à continuer la conversation. Vous pouvez alors tout lui demander, ou presque, écrire un livre, faire des calculs, de la programmation, inventer une histoire, un instrument de musique, faire des classements très chiants au sein d'énormes bases de données, ou au tout hasard, lui demander de préparer le texte pour un futur podcast sur le thème de votre choix. À tout hasard, j'ai dit. Mais continuons la conversation avec ChatGPT, refaisons un test. Toujours pour vous aider à mieux comprendre ce robot conversationnel.
ChatGPT. Peux-tu m'expliquer ce que tu es et comment tu fonctionnes ? Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis entraînée sur un grand corpus de textes pour comprendre et générer du langage naturel. Lorsque vous me posez une question, je recherche dans mes connaissances les informations les plus pertinentes pour y répondre. J'utilise également des algorithmes de traitement du langage pour comprendre votre demande et générer une réponse. Merci ChatGPT, c'était très clair. Bon, OpenAI, peu importe, c'est la même chose. Alors on va continuer avec un exercice. Bon, il est toujours assez facile, mais voilà. ChatGPT, peux-tu réaliser un texte de 3 lignes qui présente un résistant belge de la Seconde Guerre mondiale ? Bien sûr, voici une brève description d'un résistant belge de la Seconde Guerre mondiale. Jacques Dubois, un courageux résistant belge, a risqué sa vie pour lutter contre l'occupation nazie. Son dévouement indéfectible à la liberté a inspiré de nombreux compatriotes à se joindre à la résistance. Grâce à son leadership et à sa détermination, Dubois est devenu une figure emblématique de la lutte pour la Belgique occupée. Pas mal, hein ? Ce qui est assez bluffant ici, c'est surtout la rapidité de la réponse qui n'a mis que 3 secondes à être générée. Le mieux, c'est que si on lui repose la question, il sera tout à fait capable de présenter un autre résistant, puis encore un autre, et puis un autre, et un autre, etc. Alors évidemment, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Enfin, pas tout à fait. Revenons au mouton, c'est-à-dire à ce que ChatGPT implique pour le monde de l'enseignement. Imaginez un peu que le petit texte que MariGPT ou ChatGPT vient nous présenter, ce soit le devoir d'un élève qu'il avait à rendre pour lundi. Un jeu d'enfant pour le robot, le tout expédié en 10 secondes top chrono pour l'élève. Facile pour le jeune, même si pour le coup, il passe complètement à côté de l'exercice. Sans compter que parfois, souvent diront certains, les informations fournies par ChatGPT ne sont pas bonnes ou pas tout à fait bonnes. Avec le risque finalement que le jeune ne se rende même pas compte qu'il a formulé quelque chose de complètement faux dans son devoir. On vous laisse un petit peu imaginer les dégâts. Et si cette vaste question de la triche, du plagiat, des fausses infos ou des informations inexactes se pose pour de simples textes, elle fait rage, même jusque dans les universités, avec certains établissements scolaires qui l'ont purement et simplement interdit et banni. Le tout, alors que d'autres écrivent tout aussi fort que ChatGPT est exceptionnel et qu'il y a même une opportunité d'avenir. Alors, et comment se positionner face à ChatGPT ? Qu'en penser ? Est-ce que c'est une menace, une opportunité ou un peu des deux à la fois ? Pour vous aider non pas à trancher complètement, mais pour vous éclairer un peu sur le sujet, on accueille Maxime Duquesnoy, qui est technopédagogue au CEGEC et membre d'un groupe de travail qui étudie la question. Salut Maxime. Salut Gérald. Alors, Maxime, on l'a entendu un petit peu ici, on a vu un petit peu comment ChatGPT fonctionne. Si on fait un retour en arrière, comment est-ce qu'on explique qu'il ait fait un tel raz-de-marée ? En quoi est-ce qu'il était vraiment exceptionnel ? Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer, notamment déjà le traitement médiatique qui a été fait. En fait, quand on a commencé à parler de ChatGPT, on a mis l'accent sur la triche, justement, des élèves qui auraient pu l'utiliser pour faire leurs travaux. Et puis surtout, c'était un outil simple, puisque c'est un robot conversationnel. On discute, il fournit des réponses, et il y a un côté un peu magique finalement dans l'histoire, un peu science-fiction, où on se retrouve face à une intelligence qui va fournir des réponses. Et évidemment, dans la pensée collective et dans peut-être tous les films qu'on a vus, ça peut interroger finalement. On se demande si on n'est pas face à un nouveau Terminator ou un nouveau Wall-E, ou que sais-je par rapport à ça. Donc voilà. Oui, nouveau Terminator, j'aime bien. C'était derrière un des titres de l'entrée livre, mais donc voilà, je le recite. Mais finalement aussi, ce qu'il y a, c'est que l'intelligence artificielle, ou IA ou AI en anglais, c'est un domaine c'est très peu connu. Et pourtant, finalement, elle nous entoure pas mal. Est-ce qu'on pourrait avoir comme ça un exemple de logiciel qui se repose sur l'intelligence artificielle, mais qui nous entoure tous les jours ? On en a énormément. Je pense que quiconque a une enceinte connectée dans son domicile, quel que soit Alexa, Google ou autre, on est déjà avec une IA, finalement, avec d'autres outils, comme le GPS, qui va pouvoir se baser sur le meilleur trajet en fonction de la circulation et autres. Et dans l'enseignement, depuis quelques années, il y a beaucoup de profs qui utilisent notamment le lecteur immersif dans les outils aussi Office et qui est basé sur l'intelligence artificielle pour pouvoir justement donner le meilleur rendu en fonction des besoins de l'apprenant. Et donc, au quotidien, on a cette IA qui est un peu partout. La grosse différence peut-être ici, c'est qu'ici, on va lui parler et on va converser. Mais finalement, c'est ce qu'on fait avec Alexa ou avec une enceinte Google connectée. On lui pose une question et on a une réponse. Ce n'est pas très, très différent au final. Oui, on pourrait peut-être quand même se poser la question. Alors pourquoi est-ce que
le CEGEC a mis sur pied un groupe de travail pour aborder la question de ChatGPT, mais pas que, c'était l'intelligence artificielle. Mais pourquoi l'avoir fait vraiment à ce moment-là ? Mais parce qu'on s'est rendu compte que ça a suscité énormément de craintes, de questions, comme tu le disais, par rapport à une éventuelle triche d'un élève. Et je pense que oui, tant que c'était demander à une machine de nous mettre de la musique ou nous dire la météo, ça ne faisait pas très peur. Et là, on se retrouvait avec un robot qui pouvait apporter justement des textes et où par simple copier-coller, on pouvait réellement s'interroger sur la pertinence ou non de demander un travail. Et je crois que dans l'inconscient collectif, il reste aussi cette crainte de « est-ce que moi, prof, je ne vais pas être remplacé par une machine ?» Et le mot « intelligence », je crois qu'il cristallise encore plus. Si on avait dit que ChatGPT était un robot conversationnel, ça aurait peut-être fait moins peur. Parler d'intelligence artificielle, évidemment, ça suscite des craintes. Et donc, il fallait que le CEGEC puisse aussi répondre à ces craintes, analyser les choses et pouvoir aider les gens à prendre du recul, évidemment, par rapport à un outil qui était finalement méconnu, qui arrivait comme une bombe dans le quotidien et évidemment dans l'enseignement. Oui, alors on va rassurer quand même quelques profs qui nous écoutent ici. On ne va pas les remplacer par ChatGPT ou de l'intelligence artificielle. On avait dit sans transition entre les deux sujets. Mais voilà, on ne peut pas l'enlever. ChatGPT, il a ce côté vraiment merveilleux où il donne l'impression de pouvoir répondre à tout et n'importe quoi. Pourtant, on va réinsister là-dessus. Il a beaucoup de limites et des limites qui posent question. Est-ce que tu pourrais un peu détailler ou un peu nous parler de ces différentes limites ? Tu les as déjà évoquées, mais voilà, la première limite, c'est qu'il se base sur un corpus de données qui a été figé dans le temps, à un moment donné. Donc, si on lui pose des questions de pure actualité sur ce qui s'est passé le mois dernier ou cette semaine ou encore aujourd'hui, évidemment, il n'est pas capable de le faire. Il faut rassurer aussi, c'est que derrière cette intelligence artificielle, il y a eu beaucoup de programmeurs, beaucoup de tests qui lui ont mis des balises. Mais ces balises, elles sont extrêmement importantes d'un point de vue moral, éthique et autres, mais font aussi que ChatGPT va donner chaque fois des réponses je dirais plutôt bienveillante, ou en tout cas soft. Et donc, de fait, il va toujours se trouver limité, et notamment, ça reste une machine, et donc il ne va pas pouvoir formuler un avis circonstancié et une prise de position claire par rapport à un sujet. Et puis, surtout, l'énorme risque de ChatGPT, mais des IA en général, c'est qu'elles vont un peu puiser dans cette énorme base de données et faire un genre de puzzle. Prenez l'exemple tout à l'heure du résistant. Si ChatGPT va trouver le mot résistant, va trouver Jacques Dubois ou autre, peut-être qu'il y avait un résistant qui s'appelait Jacques Dubois, mais peut-être pas, parce que lui ne va faire que coller des morceaux côte à côte. Et donc, il y a des informations, mais il faut toujours les vérifier, les mettre en perspective, justement par rapport à un contexte et par rapport à une demande. ChatGPT, à un moment donné, pouvait très bien expliquer comment on devait ramasser des œufs de vache. Simplement parce que il partait du principe que si la question était comment puis-je faire pour ramasser des œufs de vache sans les casser, il prenait le principe de ramasser des œufs sans les casser. Il ne faisait pas ce lien sur le fait qu'une vache ne peut pas pondre d'œufs. Ah bon ? Écoutez, je vous l'apprends, j'imagine à quel point je vais décevoir certains auditeurs, mais en effet, à ce jour, en tout cas, ce n'était pas prévu. Oui, mais on le voit, tu l'as dit, ces limites, ça pose évidemment question dans le monde de l'enseignement. On parle de la triche, du plagiat, de fausses infos, etc. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas vraiment un outil parmi d'autres et qu'on devrait un peu l'utiliser pour ce qu'il a de bon, tout en tenant compte qu'il a des défauts, donc l'utiliser un peu de manière critique ? Tout à fait, et ça fait vraiment partie de toute façon des compétences qu'on doit développer chez nos élèves. Cet esprit critique de recherche de la bonne information, de comparaison des informations. ChatGPT n'est pas différent d'une énorme encyclopédie universaliste qui n'aurait pas de fin, mais dans laquelle je ne vais pas pouvoir m'arrêter à justement ce côté encyclopédique qui est sûr, certain et validé, mais qui va me confronter à devoir comparer l'information, la travailler, l'analyser. Et donc, c'est important que je dispose à la fois de savoir pour mettre en perspective et à la fois de compétences pour analyser l'information. Et je crois qu'en effet, l'outil peut être extrêmement intéressant à travailler avec les élèves pour justement travailler sur la source de l'information, mais aussi, comme je disais avant, par rapport, par exemple, à un avis. ChatGPT aura toujours un avis très nuancé, très circonstancié, etc. Et on peut très, très bien imaginer en français de repartir et de répondre à ChatGPT en prenant un point de vue totalement inverse, et justement pour travailler l'argumentation face à un outil qui ne peut pas travailler l'argumentation par principe,
puisqu'il se base sur une somme de données qui collationnent les unes avec les autres, mais sans pour autant argumenter. Ou alors une argumentation qui est parfois un peu délirante avec ChatGPT. Si vous essayez d'argumenter avec lui, ça peut être très très drôle aussi. Ça peut être marrant, effectivement. Ouais. Mais justement, il me venait en tête l'exemple des profs de l'UNAMUR. Alors, je ne sais pas si tu étais au courant un petit peu de ce qui s'était passé chez eux. Oui, tout à fait. Bon, on va le résumer en gros, mais ils étaient partis un peu de la même idée que tu viens d'exposer, c'est-à-dire d'utiliser ChatGPT de manière critique, en comparant un petit peu, en tout cas pour un des professeurs, les réponses que les élèves avaient trouvées par rapport à une question avec la même réponse que ChatGPT avait fournie avec cette question. Mais voilà, c'était un peu pour leur montrer les limites finalement de l'outil, les limites ou les défauts. On parle des sources, des mauvaises infos, des infos pas tout à fait exactes. Mais voilà, est-ce que finalement, ça ne ressemble pas un peu à la posture du CEGEC tu l'as déjà un peu teasé ici, donc je pense que je ne prends pas trop de risques à te poser la question, mais de voir vraiment d'avoir cette utilisation en classe ou à l'université, donc en auditoire, mais de manière critique, en utilisant l'outil et en se disant, tiens, voilà, vous pouvez vous rendre compte par vous-même des défauts finalement de l'outil, et c'est peut-être en l'utilisant que c'est la meilleure façon de démystifier un peu l'outil, quoi. Oui, tout à fait, parce que de toute façon, on ne peut pas nier la place que l'IA va prendre, a pris, et va prendre dans le futur. Et ça fait partie de l'enseignement et de ses rôles de pouvoir amener nos apprenants, quel que soit leur âge, à rester critiques, à porter une analyse, un regard réflexif et une prise de recul par rapport à l'outil. Je vais prendre un exemple d'il y a une vingtaine d'années, quand les traitements de texte de style Word mettaient les correcteurs orthographiques. On criait au scandale en disant « les élèves n'iront plus dans un dictionnaire, n'iront plus dans un Becherel, ne devront plus apprendre la grammaire ». Et on s'est très vite rendu compte que le correcteur avait ses limites, notamment sur les accords de participe passé, de conjugaison, etc. Et que oui, c'était un outil avec d'autres, mais qu'il fallait avoir des savoirs grammaticaux de conjugaison pour pouvoir vérifier ou simplement faire son choix. Quand on emploie encore le correcteur aujourd'hui dans Word, on a plusieurs propositions. Si je ne suis pas capable de connaître les règles d'accord, je ne suis pas capable de choisir la bonne proposition. Finalement, la démarche avec ChatGPT et l'IA n'est pas différente. J'ai besoin de savoir, de compétences, de savoir-faire, de savoir-être pour utiliser l'outil pour ce qu'il est, une aide, une inspiration peut-être, un support, certainement un gain de temps pour certaines choses, tant pour le prof que pour l'élève, il ne faut pas se le cacher. Mais voilà, ça ne nous coupe pas. Au contraire, je pense que ça demande justement qu'on soit d'autant plus exigeant dans les contenus et dans ce rapport critique qui finalement dépasse ChatGPT. Si on va sur ex-Twitter X maintenant ou sur n'importe quel organe de presse, je vais dire un petit peu sur le côté, il faut pouvoir aussi apporter un regard critique et prendre du recul par rapport à l'information qu'on va obtenir. Oui, mais justement, si on a teasé un petit peu l'exemple à l'UNAMUR. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples comme ça de bonne utilisation en classe de ChatGPT. Je pense qu'il doit y en avoir pas mal qui sont un peu à droite à gauche. Si tu peux nous en teaser deux, trois. Oui, je voudrais aussi sortir de la classe parfois parce que on s'est beaucoup focalisé sur ChatGPT avec l'élève. Mais ChatGPT et les autres IA, bien sûr, sont de super outils pour les profs, pour aider, pour donner de l'aspiration, pour créer un QCM, par exemple. Là, tu prenais l'exemple avec ChatGPT de créer une petite histoire, mais on peut très bien imaginer un collègue de l'enseignement fondamental qui va demander de créer des débuts de récits pour pouvoir faire un savoir-écrire avec ses élèves, etc. On pourrait imaginer, dans un deuxième temps, justement, que l'élève interroge ChatGPT en lui disant donne-moi 3 personnages, décris-moi leurs caractéristiques, et que ce soit la base d'un savoir-écrire et qui pourrait peut-être faire sauter ce syndrome de la page blanche. Et puis, derrière les robots conversationnels comme lui, il y a tous les autres outils comme DALL-E et autres qui permettent de créer des images. Et là, on peut très très bien imaginer que ce soit dans un cours de français, mais aussi dans d'autres approches, de faire créer une illustration par rapport à certains éléments. Imaginons qu'après un cours qui aborde la question des droits de l'homme ou autre chose, mais de réfléchir à quels seraient les mots-clés utiles et pertinents pour créer un visuel qui vienne justement illustrer les droits de l'homme, etc. Et donc, il y a énormément de possibilités avec l'IA en classe. Je crois qu'il faut simplement arriver à oser, tout
tout simplement à se dire, c'est pas diabolique, il y a des choses, et je vais accompagner mes élèves, quel que soit leur âge, dans cet esprit critique, et finalement leur apprendre, parce que une chose qui est extrêmement importante, comme c'est un robot conversationnel, le savoir écrire et le savoir formuler les choses est extrêmement important. Et là, je crois que tous les profs de français, Instit et autres, auront un énorme défi, mais qui est déjà à la base dans leur fonction, c'est d'apprendre à bien rédiger. Si je ne pose pas bien mes questions, si je ne suis pas précis avec ChatGPT, j'aurai une réponse qui ne sera pas correcte non plus. Et donc, il y a beaucoup de choses justement avec lesquelles on peut travailler et finalement tester avec les élèves ces différentes approches. Oui, mais c'est important de le signaler, effectivement. Et il y a aussi ce petit écolage à savoir un peu utiliser l'outil, un petit peu à le tester aussi en classe et encourager peut-être les profs, aussi les élèves, à vraiment un peu le tester, voir par eux-mêmes ce que ça donne. Et puis aller un petit peu plus loin encore et vraiment de pousser l'utilisation. Voilà, maintenant, on a évoqué pas mal de côté de ChatGPT. On va peut-être encore poser une question, parce qu'il a apporté pas mal de choses, bonnes ou mauvaises, mais voilà. Mais est-ce qu'il n'a pas mis le doigt un peu là où il fallait aussi en matière d'évaluation? C'est-à-dire qu'il a incité sur le fait qu'il est vital de ne pas s'en tenir à une évaluation pure et simple de restitution de matière, parce que lui est capable de le faire, un élève pourrait le demander dans le cadre d'un devoir. Est-ce qu'on ne va pas mettre un peu davantage aussi sur la compréhension, sur la réutilisation des acquis, etc. Est-ce que ce n'est pas ça un peu un de ses apports? Mais certainement. Et puis, ce n'est pas finalement une approche très nouvelle. Hein. Ça fait depuis 1997 qu'on est dans cette approche par compétence et par capacité des élèves. La restitution en tant que telle, on sait très bien qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Et que ce soit l'IA ou Internet en général, finalement, savoir pour savoir n'a pas beaucoup de sens. Si on dit 1515, il y a plein de gens qui peuvent répondre Marignan, mais qui sont incapables de situer pour autant le fait historique et ses implications. Or, la date en tant que telle a extrêmement peu d'importance. ChatGPT vient nous rappeler simplement ce qu'on a déjà mis en place dans l'enseignement depuis presque 30 ans maintenant, de se dire, oui, savoir c'est bien, mais c'est surtout savoir faire, savoir mettre en pratique, savoir s'adapter. L'intelligence, c'est ça. C'est pouvoir s'adapter à la situation. Et chez nos élèves et chez nos collègues, elle n'est pas artificielle, elle est bien présente. Et donc, c'est être capable justement de repenser aussi, si besoin, son évaluation, de se dire, dans mon évaluation, qu'est-ce que j'attends? J'attends que mon élève, par exemple, en 6e primaire, sache écrire un texte, voilà. Mais je vais le mettre aussi en situation et je vais peut-être choisir le moment, plutôt que le faire à la maison. Il le fera avec moi en classe, il le fera en coécriture avec son voisin. Mais dans un environnement où il pourra peut-être recourir à l'outil informatique si nécessaire pour se corriger ou autre chose, mais aussi, c'est aussi la fonction de l'enseignant de pouvoir encadrer cette évaluation. Évaluer, ce n'est pas juste poser des questions et vérifier une mémorisation, c'est apporter un feedback, apporter un accompagnement et permettre à l'élève de progresser et d'avancer dans son apprentissage. Effectivement. Merci Maxime pour toutes ces infos. Alors je vais insister sur le fait, insister sur le fait qu'une multitude d'infos, de conseils, de réflexions sur l'approche à adopter au sein du monde enseignant face à ChatGPT et à l'IA en général ont été réalisées par le CEGEC. Alors on va essayer de vous mettre des liens dans le principal en commentaire de ce podcast. Comme ça, vous pourrez y faire votre petit marché et y trouver pourquoi pas des exemples d'activités à réaliser avec vos élèves et ou étudiants. Ce sera selon les niveaux. Alors ici, moi je vous dis merci. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'heure de fourche. Et avec toute l'équipe, on vous dit à la prochaine. Mais avant de se dire complètement au revoir, je vous propose de laisser le mot de la fin à ChatGPT, ou MaryGPT pour le coup, en lui posant une dernière question, même si elle est un peu cliché. Et vous verrez, finalement, il résume un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, même si évidemment, il reste très consensuel, comme tu l'as dit, et qu'il prêche pour sa paroisse. Alors, ChatGPT, ce sera la dernière question du jour, ou plutôt une réflexion. Je me demande si tu es un danger pour le monde de l'enseignement. Alors, l'impact que je peux avoir sur l'enseignement dépend de la manière dont je suis utilisée. Si je suis utilisée de la manière responsable comme un outil d'aide à l'apprentissage, je peux être bénéfique en fournissant des informations, des explications et des ressources supplémentaires aux étudiants et aux enseignants. Cependant, il est important de noter que je ne peux pas remplacer complètement les enseignants, ni l'interaction humaine dans le processus éducatif. L'enseignement implique souvent des aspects sociaux, émotionnels et interactifs qui sont essentiels pour le développement des compétences des élèves. Il est donc important d'utiliser les technologies comme la mienne de manière complémentaire à l'enseignement traditionnel.
en veillant à ce qu'elles ne compromettent pas la qualité de l'éducation. En fin de compte, la manière dont les technologies comme la mienne sont utilisées dans l'enseignement dépend des enseignants, des établissements éducatifs et des décideurs. Il est essentiel de mettre en place des politiques et des pratiques appropriées pour garantir que ces outils bénéficient réellement aux élèves et aux enseignants sans compromettre la qualité de l'enseignement. Ben voilà, je vais vous laisser réfléchir sur cette réponse fournie par ChatGPT. Je la trouve pas mal comme le mot de la fin. Donc, alors cette fois-ci, ça y est, à la prochaine dans l'heure de fourche. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.